Bonjour Yomi Peretz. Bonjour Sarah. J'ai envie de vous appeler plutôt Yom Tov, puisque c'est votre vrai prénom, mais ça, peu de personnes le savent, et c'est déjà intéressant de savoir cela, parce que vos parents vous ont appelé comme cela, mais on a envie de savoir pourquoi ils vous ont appelé comme ça. Alors je leur ai posé la même question que vous. Ils m'ont dit que c'est le nom de mon grand-père. Voilà, donc ils m'ont appelé Yom Tov, et Yomi c'est le petit nom de Yom Tov, mais que ça n'apparaît pas sur la pièce d'identité. Parce que mon vrai prénom, c'est Yom Tov, mais je trouvais que c'est un peu long, même si c'est très joli, donc on m'appelle Yomi. On vous appelle Yomi, Yom Tov, ce sont des jours chômés, Yomi, mais vous ne chômez pas, bien au contraire, on va le voir dans cette émission-là. Je vous remercie d'être mon invité aujourd'hui, parce que je sais que là, c'est le feu. Ah oui, là, c'est le rush, je suis parti en plein rush, j'ai laissé tout le monde, mon beau-frère, mon père, ma femme, ma sœur, je leur ai dit j'y vais, et voilà. Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir pour parler de cette institution qu'est l'As du Falafel, de votre nouvelle carrière en tant que DJ, de votre parcours de vie, puisque c'est à vous principalement que l'on s'intéresse aujourd'hui. Alors on va commencer par le début, comme toujours dans cette émission. Yomi Peretz, vous êtes né le 14 décembre 1971 en Israël, et plus précisément à Tel Aviv, dans une ville de fête, et nous y reviendrons, d'une mère tunisienne et d'un père bulgare avant de débarquer en France à l'âge de 8 ans. Et cela n'a pas été tout à fait évident pour vous à ce moment-là, mais d'abord, quelle est l'histoire de vos parents ? Alors, maman est née à Tunis, elle est venue très très jeune à Paris, je pense à l'âge de 2 ans, donc justement dans le Marais rue des Rosiers. Elle avait une petite épicerie qui est chez Marianne. En fait, c'était à ma grand-mère. Et donc, elle a grandi ici et tout. Et à 18 ans, elle est partie en vacances en Israël pour la première fois. Et elle a rencontré mon père. Et votre père était en vacances aussi là-bas, ou il habitait là-bas ? Non, mon père habitait là-bas. Mon père, c'est pareil, il est parti à l'âge de 1 an ou 2 ans de Bulgarie. Ils sont partis de Bulgarie avec mon grand-père et ma grand-mère. Ils sont partis vivre là-bas. Et puis voilà, mon père est 1 an ou 2, pareil, en Israël. Donc ils se sont rencontrés là-bas. Votre maman est restée là-bas, du coup ? Ouais, donc maman est restée là-bas. Ils se sont mariés là-bas. Et c'est là que je suis né. C'est là que vous êtes né, vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans. Ça n'a pas été évident pour vous qui ne parliez pas un mot de français. Mais quel souvenir d'abord vous gardez de votre Israël ? Alors en Israël, figurez-vous que juste 1 an ou 2 avant, comme ils avaient pour projet de venir en France, j'étais à une école française qui était à Yafo, où on apprenait le français. Je me débrouillais pas trop mal, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'écoles. Et j'ai des très très bons souvenirs. En Israël, il y a presque 50 ans, il n'y avait que des dunes. Il n'y avait pas autant Moi, j'habitais plus précisément à Bat Yam. Voilà, et donc il n'y avait pas beaucoup d'immeubles, beaucoup de dunes. Et on jouait avec vous savez, les abricots, ce qu'on appelle les noyaux d'abricots. On jouait avec des billes, on faisait des trous dans le sable. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme jeu. Et puis on montait dans les dunes. Puis voilà, on se laissait rouler. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais c'était une très très belle époque et j'ai que des très bons souvenirs. Que des jolis souvenirs d'enfance. Oui. Vos parents décident alors de quitter Israël pour la France. Nous sommes en 79 précisément. Ils ouvrent d'abord au départ une épicerie qui remplace un vieux disquaire, et nous verrons en quoi c'est intéressant dans quelques minutes. D'ailleurs, à ce moment-là, la société s'appelle Rosier Alimentation. C'est toujours le cas aujourd'hui. Toujours. Et leur présence fait vite bouche à oreille dans le quartier et même ailleurs. Les gens disaient « on va chez l'Israélien ». C'est ça, exactement. En fait, c'est une épicerie cachère où vous avez tous les produits, c'est-à-dire du vin, de la semoule, des olives, enfin absolument tout. Il faut savoir qu'en France, à cette époque-là, il n'y avait que 4 épiceries cachères pour toute la communauté juive, c'est-à-dire que vous aviez une à la Villette, vous aviez un seul Naori, vous aviez Ben Chitrit, c'était à la rue d'Isécouf, qui était aussi une institution, et il y avait nous. Et en fait, toute la communauté juive de France, même de Belgique et même du Maroc, venait se fournir dans ces quatre adresses. Donc il y avait un grand succès au niveau de l'épicerie. On a toujours eu un petit coin de falafel avec une toute petite friteuse qui tombait en panne tous les 2-3 jours qu'on allait acheter dans les au BHV. Et du coup, et le petit appareil shawarma, et voilà. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, vous aviez on mangeait pas la cuisine orientale, israélienne, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'était vraiment les casse-croûtes tunisiens, les banatas et tout. Il y avait beaucoup de gens de la communauté qui n'avaient jamais été en Israël. Et du coup, au fur et à mesure, le falafel, le shawarma a pris place, les gens qui venaient faire leurs courses. Et on s'est fait connaître au fur et à mesure, comme ça, tout doucement, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Mais on s'est fait connaître comme ça. Vous êtes fait connaître comme ça. Et est-ce que c'est votre maman qui cuisinait ? Alors oui, absolument. Donc ma maman, l'histoire de ça, c'est que ma maman, quand on vivait à Bat Yam, il y avait une grand-mère qui, tous les jeudis, vendredis, préparait des petits plats de Shabbat, dont les falafels, du houmous et tout ça, pour les voisins. Puis ma mère, elle lui a dit, écoute, je vais aller en France, est-ce que ça te dérangerait pas ? C'est vraiment pas pour faire de la concurrence, c'est vraiment pour faire des falafels et le caviar d'aubergine, le houmous et tout, de m'apprendre.
Et c'était une dame de yéménite qu'on appelle, parce que dans les falafels, vous avez plusieurs régions. Nous, c'est des falafels yéménites. Elle lui a dit, écoute, avec plaisir. Et donc, elle a appris ça d'une grand-mère. Et donc, quand on est en France, c'est ma mère qui passait tout son temps à la cuisine. Et en fait, c'est à elle qu'on doit ces délicieux falafels, ces délicieux houmous, etc., etc. Donc, on a la genèse de l'as du falafel aujourd'hui sur Radio J. Quelques années plus tard, en 97, là, il y a un petit tournant. Vous commencez à devenir un restaurant. Alors, moi, ça faisait un moment que j'avais dans l'idée, en fait, j'avais envie de gagner plus ma vie et je savais qu'il y avait un gros potentiel parce que donc, ça faisait à peu près 20 ans qu'on faisait falafel chez moi, qu'il y avait des longues files d'attente à l'extérieur puisqu'on n'avait pas de salle. Et du coup, à mes parents, venez, on fait restaurant. Puis bon, c'était un peu compliqué dans leur tête de changer, vous savez, les anciens et tout ça. Et ça a pris un peu de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des livraisons à domicile. Ça s'appelait Allô l'as du falafel. Et puis on mettait des flyers à la poste à l'époque parce que c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Uber Eats, il n'y avait pas tout ça. J'avais embauché 2 ou 3 coursiers et ça marchait très très bien, les livraisons en domicile. Et un jour, on a eu des soucis d'employés. Et du coup, j'ai dû arrêter. Donc je me suis remis au falafel parce que moi, il faut savoir que je suis passé par tous les postes. Autant serveur au falafel, autant à la caisse, autant aller faire Rungis, enfin vraiment à tous les postes. Et du coup, quand ça s'est arrangé un petit peu avec les employés et tout ça, j'ai dit à mes parents, là c'est bon, venez, on fait... Donc j'avais débranché déjà l'as du falafel, j'ai dit, venez, on fait maintenant restauration, tout ça. Ils m'ont dit, allez, banco, on y va. Vous avez quel âge à ce moment-là, Yomi ? Alors, écoutez, ça fait en 98, donc 71-98, ça fait à peu près 27 ans. À ce moment-là, vous êtes déjà dans les murs, mais en réalité, vous arrivez dans l'affaire familiale à l'âge de 14 ans. C'est ça. Moi, en fait, à 14 ans, comme j'ai su que l'école, c'était pas pour moi, vous savez, il y a des gens comme ça à l'école, c'était pas fait, et puis que j'étais venu avec un handicap, c'est-à-dire que je parlais pas très bien français, j'ai dû apprendre tout seul parce que mes parents étaient très très occupés avec l'épicerie, un travail fou, donc j'ai vraiment dû me faire un peu tout seul. C'était une anecdote. Quand je voyais la publicité à l'époque, il y avait une pub qui disait « Manger la banane, parler debout ». Donc je parlais pas très bien français et j'essayais de comprendre, mais quel rapport de manger la banane, parler debout ? Manger la banane, on parle debout, on parle debout. Je comprenais pas, j'avais honte même de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire manger la banane, parler debout, parce que je trouvais que ça n'a pas de sens. Et un jour, j'ai compris tout seul qu'il fallait manger la banane, parler debout, c'est-à-dire d'abord un bout et après un autre bout, et pas en parlant debout. Enfin, pour vous dire un peu, voilà, que c'était pas facile. Donc franchement. J'ai pas fait beaucoup d'école, mais je me suis débrouillé tout seul. Et c'est écouter, regarder les informations, écouter les gens, essayer de comprendre et tout, parce que j'avais honte de demander aux gens. Mes parents étaient très, très occupés. Donc à 14 ans, je savais que l'école, c'était pas fait pour moi. Et je me suis dit, il y a une épicerie. Mes parents, c'est des travailleurs. Je vais aller à côté de mes parents, je vais aller travailler. Puis j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. J'ai pas bougé de la base qu'aujourd'hui, quoi. Et vous avez largement contribué, bien évidemment, au succès et à la notoriété du restaurant. Mais très vite, finalement, quand l'épicerie démarre et le restaurant commence à se faire connaître, ça fait le tour jusqu'aux célébrités. C'est ça. En fait, la première histoire au début, on a Lenny Kravitz qui est venu manger chez nous. Et on lui a demandé comment ça se fait qu'il arrivait. Lui a entendu que c'était les meilleurs falafels que son ami lui avait mangé, il lui avait conseillé de venir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Le bouche à oreille, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Alors qu'aujourd'hui, en 2 mois, tout le monde sait que vous existez par le biais des réseaux sociaux. Donc c'était vraiment le bouche à oreille. Et puis lui, il a fait une interview sur un journal qui s'appelait Rolling Stone, où il expliquait son coiffeur préféré, son créateur préféré, et puis son endroit préféré, l'as du falafel. Ses bonnes adresses. Voilà, ses bonnes adresses. Et du coup, on a marqué recommandé par Lenny Kravitz. C'est devenu un ami de la maison, il venait très régulièrement. Il adore cet endroit. Et puis, effectivement, le bouche à oreille, c'est ça qui a contribué. On n'a jamais fait 1 euro de publicité, jamais essayé de faire promouvoir quoi que ce soit. Tout s'est fait naturellement. Parce qu'à ce stade, vous aviez encore le monopole. Vous étiez les premiers, finalement. On était les premiers, mais on avait déjà tout de suite, très très rapidement, 4 ou 5 concurrents. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait 7 concurrents. Aujourd'hui, on en a 1, 2, 3. On est 5 dans le quartier. Il y a 4 concurrents. À l'époque, il y avait encore plus de concurrents qu'aujourd'hui. Il y en a moins aujourd'hui qu'au départ. Mais vous êtes le premier finalement qui se fait connaître. Les autres arrivent rapidement, mais vous restez quand même le principal. Voilà. Alors dans la continuité de l'as du falafel, un moment un peu triste, votre maman s'en va, votre père vous cède l'affaire. Le patron aujourd'hui c'est vous, Yomi, bien que vous ayez 2 sœurs, Mali et Lise, dont l'une est à vos côtés, une autre en Israël. Pourquoi vous êtes le patron ? Parce que vous avez consacré toute votre vie à l'as du falafel ? Alors, je ne dirais pas que je suis patron, on travaille vraiment en famille, c'est vraiment l'état d'esprit familial, on a toujours travaillé ensemble. On va dire que, et en fait, je suis même gérant associé avec ma sœur, voilà, donc on travaille tous ensemble. Et en fait, si vous voulez, comme je suis l'aîné,
que c'est moi qui a travaillé en premier, que j'ai quand même à peu près j'ai 9 ans de plus que ma sœur qui travaille avec moi, 3 ans plus de celle qui est en Israël, qui a fait le choix de vivre en Israël, qui s'est mariée en Israël, donc elle n'a pas contribué au travail à l'As du Falafel. D'ailleurs, je l'embrasse. Et du coup, en fait, parce que je suis l'aîné, ma sœur m'a rejoint quelques années après, et je ne vous cache pas que tout le monde a ramené sa touche, et si c'est le succès qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment chacun a amené sa touche, et voilà. Donc je suis le tremplin, mais voilà, tout le monde est là, quoi. Tout le monde a contribué. Votre devise, c'est 1979, imiter, jamais égaler. Alors, toujours imiter, jamais égaler. Ça, c'est le slogan de ma maman. Et je vais vous raconter l'histoire de l'As. Pourquoi ? Parce qu'au début, on s'appelait le roi du falafel. Et on pensait qu'on avait déposé la marque. Et un jour, ma mère, elle s'est baladée, elle a vu quelqu'un qui a marqué le roi du falafel. Elle a dit, monsieur, vous savez, cette marque est déposée, il faut le retirer. Donc, du coup, on a cherché les papiers. On s'est rendu compte que le comptable n'avait pas déposé la marque. Et donc, on ne pouvait pas s'appeler le roi du falafel. Et on ne trouvait pas quel nom pour succéder au roi du falafel. Ça faisait 10 ans que c'était imprégné dans le cerveau des gens. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a rien trouvé. Et quand j'ai eu justement ce petit problème de personnel, donc je suis revenu au falafel. Et ça faisait des années que ça n'avait plus été. Et je lui dis, maman, tu sais quoi, je suis vraiment un as. Hein. Elle me dit, bah ça y est, mon fils. Je lui dis, comment ça ? On va s'appeler l'As du falafel. Je lui dis, mais oui, c'était tellement évident. Et c'est comme ça qu'on s'appelle l'As du falafel. Écoutez, c'est incroyable parce que j'avais écrit une question qui était avant de devenir l'As des As, puisque vous représentez gracieusement l'image du restaurant. Vous commencez à la petite échelle. Donc voilà, c'est sous mes yeux. Donc en effet, c'était tout à fait évident. Plus de 40 ans après l'existence du restaurant, Yomi, pourquoi vous êtes toujours les meilleurs ? Alors, c'est d'abord un savoir-faire. Vous avez le savoir-faire, ça c'est quelque chose d'indéniable. C'est-à-dire que des fois, les gens, quand je leur dis c'est le meilleur falafel, ils me disent, oh, un falafel, c'est un falafel. Et puis oui, je leur dis, et puis des pâtes, c'est des pâtes, et puis une baguette, c'est une baguette. Et pourtant, c'est pas le cas. Vous avez des restaurants italiens qui sont très bons, vous avez des boulangeries qui sont très bons et d'autres moins bons. C'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire, ça c'est un premier pas. Et ça, c'est le savoir-faire de ma maman. Et ça, on peut pas lui enlever. Il y a la touche, il y a la main, il y a le choix des produits. Il y a l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que moi, le soir, je vais jeter les petits morceaux de chou qui restent. Lui, là, il va te changer tous les jours. C'est plein de petits détails qui font la différence. C'est-à-dire qu'il y a pour qui des gens, pour qui un détail, c'est un détail. Mais pour nous, un détail n'est pas un détail. Parce qu'un détail plus un détail plus un autre détail, ben, ça fait la différence. Vous prenez 2 élèves de la même école de boulangerie. Ils ont 2 boulangeries, ils ont été les mêmes produits. Il y en a un qui va avoir succès, d'autres pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est dans le détail. Et d'autres, pour lui, un détail, c'est un détail, mais pas pour nous. C'est ça qui fait la différence. Le détail a toute son importance. Et en effet, les détails cumulés, eh bien, ça change le résultat. C'est important pour vous de conserver cette renommée. Qu'est-ce que vous faites justement, en plus, bien évidemment, du savoir-faire ? Alors, c'est la rigueur, c'est être là tous les jours. On est tous là tous les jours, que ce soit ma femme, même mon père, il vient tout le temps nous donner un petit coup de main, regarder, il a du mal à se détacher. Bon, il profite un petit peu de la vie quand même. Ma soeur, mon beau-frère, tout le monde, voilà, c'est la rigueur. C'est être là tous les jours. Les gens disent, mais t'es tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. D'ailleurs, on reviendra à le fait que je mixe, ils ne comprennent pas comment j'arrive à faire 2 choses à la fois. Mais c'est la rigueur, voilà, c'est comme ça, on est tout le temps là. Et bien sûr, vous êtes un visage qu'on peut pas oublier, parce que quand on vous voit toujours dehors, devant le restaurant, on sait que c'est vous, on sait que c'est à vous, et vous êtes aussi l'ADN de ce restaurant, évidemment. Bien évidemment, dire que dans cette renommée, eh bien, il y a aussi des gens qui se sont intéressés de très près à votre restaurant l'As du Falafel, qui est devenu incontournable dans le Marais. Vous avez été cité sur les guides de voyage, dans les médias locaux, internationaux. Vous avez fait de nombreux articles et de reportages en France, à l'étranger. Le New York Times vous a cité en 2006. En 2012, M6 a fait un reportage, ou encore l'émission Striptease sur RMC qui vous a consacré un documentaire pour les 40 ans du restaurant. C'était en juillet dernier. L'occasion de rappeler que le 14 juillet prochain, ce sera les 43 ans de l'As du Falafel, le guide du routard, etc., etc. Tout ce succès, Yomi, on le doit aussi à une équipe, vous l'avez dit, non seulement familiale, mais aussi une équipe de 40 salariés, soudés et fidèles. Certains visages sont là peut-être depuis plus de 15 ans, comme des noms que je peux citer, Hanan Tabrichi ou encore Jérémy Bellia, des gens qui sont hyper fidèles. Comment ça se fait ? Alors, on a quand même peut-être 80% du personnel qui sont là depuis 15 ou 20 ans, voilà, depuis vraiment très très longtemps. Ça se fait, c'est le respect, l'amour, la considération, le partage qu'on a avec eux. Pour moi, un employé, c'est pas qu'un simple employé. Pour nous, c'est vraiment une famille. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui travaillent chez nous, parce qu'ils travaillent dur, que c'est pas un métier facile. Que même des fois, quand on a des choses où ils ont des demandes et qu'on n'arrive pas à s'accorder, bah, je leur dis avant de s'engueuler, on va s'expliquer, parce que moi, j'oublierai jamais, même quelqu'un qui s'en va, mais si demain on n'est plus d'accord pour X raisons, j'oublierai jamais qu'il a travaillé pour nous. J'oublierai jamais que chacun a contribué au succès de l'As du Falafel et que ça mérite le respect. Parce que quelqu'un, même si
il a plus envie de travailler. Voilà, ça me touche. Et voilà, c'est juste le respect, l'amour et l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a dans ce restaurant, c'est vraiment familial, quoi. Donc on le ressent, un respect de vos équipes, ce qui est assez inédit aussi en restauration, cette fidélité-là. Vous faites aussi d'autres choses pour conserver ce savoir-faire et cette réputation. Pendant les fêtes de Hanouka, vous allumez les bougies, vous offrez des beignets. C'est ça, exactement. Vous mettez de la musique qu'on est en train d'entendre. Vous êtes arrangeant. Je crois même que vous connaissez... Enfin, en tout cas, j'ai quelqu'un qui m'a raconté une histoire que j'ai trouvée assez trépidante. Les gens passent, ils font la queue, bien évidemment, Yomi, mais il y en a qui n'ont pas envie de la faire. Il y a des gens qui passent en voiture, qui vous disent bon Yomi, j'ai pas le temps, je fais le tour. Tu me le prépares, ils vous payent et vous le donnez. C'est ça. Alors, ça, je l'ai appelé le Falafel Drive. Alors, je le fais un peu moins en ce moment parce que j'ai beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus compliqué. Je le fais à quelques anciens qui ont vraiment l'habitude de venir et tout ça. Sinon, la plupart du temps, quand ils sont deux, je leur demande de faire descendre au moins une personne. Et effectivement, quand je peux arranger quelqu'un, que ça ne soit pas au détriment de ceux qui attendent depuis un moment, parce qu'il faut quand même respecter tout le monde et ce n'est pas quelque chose de facile à faire, j'essaie d'être arrangeant. Vous êtes arrangeant, en effet, Yomi. L'Est du falafel, c'est combien de couverts par jour ? Alors là, du falafel, c'est entre le sur-place et l'emporté, c'est un peu plus de 2000. Par jour ? Par jour. Ah oui, c'est énorme. Est-ce qu'une de vos forces, c'est le couvert en plastique et le pas de café ? Alors, au début, il y avait une pâtisserie, il y avait du thé, il y avait du café. J'ai enlevé la pâtisserie. Après, j'ai enlevé le thé parce qu'en fait, l'attente devenait de plus en plus longue. Et je privilégie le fait que les gens attendent le moins longtemps possible, qu'ils viennent manger un bon falafel. Au lieu d'attendre très longtemps, voire n'attendent pas du tout, ils n'auront pas de falafel. Donc, on a enlevé au fur et à mesure. Et ce qui était très, très compliqué à enlever, c'est le café. Parce que vous avez des gens qui venaient depuis des années. Et puis, du jour au lendemain, il n'y a pas de café. Et c'était dur de leur expliquer qu'il n'y a pas de café parce que je privilégie le fait qu'ils attendent moins longtemps. Donc, ça, c'est pour les habitués. Ceux qui n'étaient pas habitués, c'était un peu moins compliqué, mais toujours quand même, parce que comment on a payé, tu as l'addition, on attend depuis une demi-heure et tout. J'ai dit oui, madame, mais si je faisais du café et tout ça, vous y attendrez 2 heures, vous n'aurez ni le café ni le falafel. Le café, il y en a partout. Et les falafels comme ici, nulle part. Donc, je privilégie. Et aujourd'hui, les gens, ils l'ont bien compris, ils l'acceptent très bien et ça, mais c'était pas facile au début. C'est extrêmement intelligent parce que c'est une meilleure rotation des couverts et ça, stratégiquement parlant, en restauration, c'est très malin. C'est ce qui fait qu'en effet, la rotation est là. Ce restaurant, Yomi, aujourd'hui, c'est des millions. C'est un chiffre d'affaires mirobolant. Écoutez, on peut le voir sur comme ça s'appelle .com. Enfin, sur Internet, sur l'année 2015, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de près de 4 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid passé, vous vous portez toujours aussi bien ? Oui, on se porte aussi bien. On fera le bilan l'année prochaine parce que là, on est premier machin. Je pense que ça sera encore un peu mieux. Yomi, une histoire à raconter aussi. Vous avez racheté Mivami, une concurrence qui a été compliquée pendant longtemps, mais pas que Mivami. Non, alors nous, moi déjà, je suis dans l'immobilier, j'adore investir. Voilà, quand on a une opportunité rue des Rosiers ou même ailleurs, mais surtout rue des Rosiers, d'acheter des murs, on ne va pas se gêner. Il se trouve que c'est tombé sur Mivami, donc j'ai fait mon investissement, c'est tombé sur lui. Lui, quelques années auparavant, pareil, il a failli racheter mes murs à moi, ça ne s'est pas fait à la dernière minute, pour des raisons que je ne connais pas. Donc voilà. Mivami a failli racheter l'As du falafel ? Oui, en fait, il a failli racheter tout l'immeuble, c'était à vendre. D'accord. Et du coup, à la dernière minute, ça ne s'est pas fait, ils ne se sont pas entendus et tout ça. Et moi, 10-12, donc je l'ai su, j'avais même dit à mon propriétaire pourquoi vous le vendez à lui, parce que lui, son objectif, c'est quand même qu'on ne soit plus là tout, c'est dommage et tout. Il m'a dit, écoutez, c'est comme ça. À la fin, ça ne s'est pas fait, c'est un fonds d'investissement américain qui l'a repris, donc tant mieux pour nous. Puis 10-12 ans plus tard, 15 ans plus tard, moi j'ai l'opportunité de racheter Mivami, mais ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Ça aurait été la même chose. Voilà, je ne vais pas m'empêcher de faire un investissement rue des Rosiers où les murs sont rares, sous prétexte que c'est Mivami, donc effectivement... et donc, voilà. C'est toujours les mêmes dirigeants qui sont dans Mivami, bien que vous ayez les murs ? Oui, c'est toujours les mêmes dirigeants parce qu'on est en procédure d'éviction. Voilà, ça prend un certain temps. Le Covid a retardé un peu à droite à gauche. On est en appel. Il y a un montant qui va être défini par le tribunal que je verserai. Et puis voilà. Et si jamais Mivami s'en va, vous ferez quoi à la place ? Alors, je ne sais pas parce que franchement, jusqu'à il y a 15 jours, je ne savais pas trop parce que je ne vous cache pas que j'ai quand même envie de lever un peu le pied. En ce moment, c'est difficile. En fait, si vous voulez, jamais dans ma tête, j'ai réussi psychologiquement à me dire je vais m'absenter. Je me suis dit à 50 ans, je vais le faire. Ça fait 4-5 ans que j'essaie de mettre ça en place. J'arrive aujourd'hui psychologiquement, mais techniquement, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnel dans la restauration, un manque de serveurs incroyable, une pénurie grave. Donc du coup, j'arrive pas. Donc moi, j'ai plus envie de faire encore des travails physiques où je devrais, moi, m'impliquer, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si je le reloue, ça se reloue assez bien.
Mais comme Ernest, on a un succès puisqu'on a ouvert Ernest. Alors, qu'est-ce que c'est Ernest? Voilà. Alors Ernest, on a ouvert ça au 44 rue des Rosiers. C'était anciennement falafel, mais comme avec le Covid et tout, on était fermé, on s'est dit on va ramener quelque chose de nouveau dans la rue. Puis ça manque de burgers cachers, donc on fait des burgers cachers. Et donc comme il y a un succès incroyable, ça fait 2 semaines qu'on a ouvert que les gens en parlent. Avant, il y avait Mickey's Delice, je crois. Oui, en hamburger, oui, qui a fermé, exactement, qui était une Ouais. institution quand même de la rue des Rosiers. Donc on s'est dit, au lieu de refaire encore des falafels, on va quand même faire ramener des gens parce que dans le cacher, il n'y a plus grand chose. Et on a envie que les gens ils se disent, bon, on va à la rue des Rosiers, parce que s'il y a des hamburgers, s'il y avait que des falafels, ils viendraient moins souvent. Donc j'ai envie de ramener encore quelque chose. On est les seuls cachers, quasiment. Voilà. Une nouveauté. Est-ce que vous avez d'autres murs encore, Yomi, dans la rue des Rosiers, dans le quartier du Marais, tout simplement? Oui, j'ai encore des murs au 17 rue des Rosiers, où on en fait un entrepôt, un laboratoire. Voilà, et puis j'ai encore un petit dépôt aussi dans le Marais aussi. Vous avez vu le quartier évoluer d'année en année. Depuis quelques années, il y a des restaurants israéliens qui sont arrivés. Miznon, Alfie, Rodchenko, Tavlin, Sheana, Babalouni, ou voilà, d'autres restaurants qui ont ouvert comme des petits pains. Est-ce que ça a affecté votre chiffre d'affaires ou absolument pas? Alors absolument pas. Il faut savoir que nous, même si vous fermiez tous les restaurants de la rue des Rosiers, on pourrait pas aller plus vite que la musique. Donc on est ravis, on est très heureux de savoir que grâce à l'idée de mes parents, de faire des falafels, qu'il y a beaucoup de falafels dans la rue encore, que ça fait vivre des familles. Et dans la vie, le soleil brille pour tout le monde. Et on est très très content pour les autres. Et à un moment donné, le gâteau, vous ne pouvez pas le manger tout seul. Et le partager, parce qu'on est dans le partage, ça nous fait un grand plaisir. C'est un joli état d'esprit. Au départ, un quartier juif, Yomi, puis le petit Tel Aviv à Paris, devenu aujourd'hui cosmopolite. Ce qui fait que vous côtoyez toutes les nationalités et toutes les religions. Ça représente quoi pour vous de voir le monde entier discuter et échanger autour d'un bon falafel? Alors c'est juste magnifique de voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Parce qu'il faut savoir que dans les restaurants cachers, en général, vous n'avez pas des gens de la communauté musulmane ou des Blacks, des Chinois qui vont. Les cachers en restaurant, en général, c'est que les Juifs, sauf si un ami juif ramène un ami à lui qui n'est pas juif et tout. Mais voilà, ils ne font pas la démarche de venir tout seuls. Et de voir tous ces gens de la communauté musulmane, de voir des Blacks, des Chinois, enfin tout ça, venir faire la démarche, surtout dans le contexte, on ne va pas dire actuel, des contextes qui durent depuis des années, on sait ce qui se passe avec le conflit et tout ça. Ils viennent faire la démarche de chez vous, je trouve ça juste magnifique. Et moi, je les accueille vraiment avec grand plaisir parce que je me dis que s'ils ont cette intelligence de venir nous voir, eh ben, on va les accueillir comme il se doit. J'ai envie que quand ils sortent de chez nous, ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien reçu ici !» Et en réalité, ce résultat marche très bien parce qu'on voit que de plus en plus, tous ces gens de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les couleurs viennent chez nous. Vous avez un black à côté d'un blanc, vous avez des femmes voilées, des imams à côté des rabbins. Enfin, c'est juste cosmopolite, c'est juste magnifique à voir. Et si ça pouvait être comme ça partout dans le monde, ben, j'en serais que ravi. Et c'est ce que vous dites, il y a toutes les religions, tous les pays aujourd'hui et pas de politique. Si on pouvait se faire la guerre avec du houmous, que ce serait beau. On poursuit cette émission avec vous, Yomi Peretz. Restez avec nous, on continue bien sûr avec Yomi, DJ et patron de l'As du Falafel. Dans un instant, on poursuit avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Mais tout de suite, le rappel est sur Radio G. Cyrielle Sarah Cohen. 15h34 sur Radio G, de retour. Merci de passer votre après-midi avec moi jusqu'à 15h30, 16h30 plutôt, avec mon invité aujourd'hui, Yomi Peretz, DJ et patron de l'As du Falafel. Dans cette partie d'émission, Yomi, on découvre toute la culture du moment ou d'avance selon vos goûts. Mais on va démarrer tout d'abord par la culture musicale qui vous appartient, puisque depuis quelques temps, vous êtes aussi devenu DJ. Avant de devenir à l'As du Falafel une épicerie, on l'a vu, mais nous n'avons pas tout dit, puisqu'à l'origine, à la place, c'était un vieux disquaire qui vendait de la musique juive. Et alors, la transition, pour moi, était tout trouvée. C'est amusant de voir qu'aujourd'hui, c'est aussi aux platines que vous faites carrière. Bah écoutez, ça fait... Moi, la musique, c'est une passion chez moi. Je vis la musique matin, midi et soir. Voilà, la musique orientale, puisque de là-bas... Vous la diffusez aussi à l'As? Voilà, on la diffuse à l'As, avec des sonorités grecques, parce qu'en Israël, il y a beaucoup de mélange entre la musique orientale, israélienne et grecque et tout ça. Enfin voilà, j'adore la musique en général. Et du coup, j'ai jamais eu le temps pour moi, parce que le restaurant m'a toujours pris un temps fou. Et quand on était fermé à cause du Covid pendant 8 mois, donc la salle était fermée, on faisait que de l'emporter, donc il n'y a pas eu trop besoin de moi. Bah, j'ai pris le temps de me dire, tiens, je vais faire quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Donc je suis parti acheter des platines, tout seul, comme un grand. J'ai mis ça en bas dans ma cave, et je me suis dit, je vais prendre des cours avec quelqu'un qui va me former. Donc j'ai plein d'amis DJ et tout. Je me suis dit, je vais pas passer par le biais d'un ami, parce que
les professeurs, ils ont une méthodologie Ouais. d'apprentissage qui sera beaucoup plus efficace à mon groupe. Et après, chacun ramène sa petite touche. Donc, j'ai pris des cours. Et puis, je faisais des petites soirées, un peu des anniversaires. Vous savez, pendant le Covid, les gens ils faisaient un peu des soirées chez eux. Je me suis fait la main. Et puis, avec Instagram, c'est pour ça que je remets Instagram, ça va très vite. Le bouche à oreille, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et quand on a rouvert les péniches l'été dernier, c'était en juin dernier, et ben du coup, les bookers m'ont entendu. Ils Et, vous ont contacté directement? M'ont contacté. Puis après, moi, j'avais quelques-uns que je connaissais. Je leur dis, voilà, écoute, je suis prêt. T'inquiète pas, fais-moi confiance et tout. De toute façon, moi, je ne vais pas prendre le risque de me présenter devant 200, 300 personnes, sachant qu'aujourd'hui, les gens ont un grand respect pour moi parce qu'on a quand même une institution et tout. Bien sûr. Et je n'ai pas envie de me ridiculiser. Donc, on vous attend même encore plus au tournant parce qu'on se dit, tiens, lui, il fait des falafels chambres, il est top. Et puis, si vous faites des choses qui ne sont pas très beaux, pas très jolies, pas très agréables, ils vont dire, mais qui a retourné faire ses sandwichs? Donc, il était hors de question que je me retrouve dans une situation comme ça. Donc, j'ai pris des cours et je voulais voir si moi, je pouvais donner des émotions comme moi, j'ai su en recevoir. Par d'autres DJ à Toulouse, à Ibiza, enfin, c'est parce qu'on est dans l'électro, dans la deep et tout ça. Il y a des sonorités juste extraordinaires. Est-ce que je suis capable de faire ça? C'est mon univers. Et puis écoutez, voilà, je suis agréablement surpris parce que les gens, ils adorent, ils adhèrent. Des fois, je reçois des messages après un mixage et tout qui font juste chaud au cœur. Et puis voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est tout le résultat qu'on attendait, quoi. Yomi Peretz, vous avez plus de 50 ans aujourd'hui, vous en paraissez 35. Est-ce que cette nouvelle vocation, c'est aussi pour rattraper ce temps perdu, puisque vous dites souvent cette fameuse jeunesse qu'on m'a un petit peu volée? Alors non, je dirais pas qu'on m'a volé cette jeunesse que j'ai pas pu vivre comme j'aurais voulu la vivre. J'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que quand les copains ils allaient au football, ils allaient au bois, moi j'étais là devant l'épicerie et puis ils disaient tu viens, je dis non je peux pas et tout, mais je savais déjà à cet âge-là, j'avais une maturité, je savais qu'à cet âge-là mon avenir c'était ça, et puis que c'était pas grave, c'était un sacrifice qu'il fallait faire qui aujourd'hui paye. Et puis grâce à ça, mes enfants, justement, je peux leur donner tout ce que moi, j'ai pas pu avoir. J'ai 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles. C'est ce que je leur explique tout le temps. Je vous donne ce que moi, j'ai pas eu l'occasion de faire. Donc cette liberté, ce pouvoir de vivre votre jeunesse. Donc on me l'a pas volé. C'est la vie qui fait ça. Et puis je regrette rien. Tous les succès relèvent de sacrifices. Yomi, vous êtes marié, papa de 4 enfants. Vous venez de le dire. Est-ce que l'affaire familiale va se perpétuer? Alors, écoutez, moi, je leur souhaite vraiment pas de faire de la restauration parce que c'est vraiment un métier très difficile, c'est vraiment de l'esclavage. On dit toujours, moi je dis toujours, enfin il y a mon oncle qui disait ça, il disait quand tu souhaites du mal à un ami, tu lui souhaites d'ouvrir un restaurant. Donc je leur souhaite vraiment de faire autre chose. Après, ça sera, s'ils n'arrivent pas dans les études, bon, c'est le plus grand qui a 18 ans qui travaille à mes côtés parce qu'il est vraiment comme moi, il n'aime pas trop l'école. Les 3 autres, les 2 filles et garçons, ça se passe très très bien. Je leur souhaite vraiment de faire autre chose. Et si demain ils n'arrivaient pas à faire autre chose, ils ont une opportunité quand même de faire quelque chose dans leur vie, parce que dans la vie, il faut quand même travailler. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ils auront une opportunité, mais vraiment, je leur souhaite pas de faire de la restauration, quoi. En attendant, vous pensez à vous profitez aussi de la vie, vous pensez à vous aussi en faisant danser les gens comme vous les faites sourire devant le 34 de la rue des Rosiers. La musique, c'était un passage obligé, Yomi, puisque vous êtes né à Tel Aviv. On verra que vos goûts artistiques ont beaucoup été inspirés aussi de cette ville. Mais d'abord, on va écouter un petit son, puisque c'est ce que vous mixez. Vous l'avez mixé, je crois, au Mirage à Paris, avec Ronnie Soul. C'est ça. Si c'est comme ça que ça se prononce. C'est ça, exactement. Votre carrière de DJ, c'est pas juste pour le kiff, c'est très sérieux, puisqu'on vous voit mixer dans des endroits à Paris qui sont les plus sélects, comme chez Mila, Manco, à l'Arc, au Matignon, Mirage, Bouddha Bar, et à l'étranger, à la Gafaille au Maroc, ou encore Sorrento en Italie. J'allais vous poser la question de comment vous avez réussi à vous faire connaître et vous faire une place dans le milieu, mais finalement, c'est le bouche à oreille. On entend un univers deep house, mais pas que, de l'électro aussi. Est-ce que vous produisez des sons aussi? Alors, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Je n'ai pas le temps de produire des sons parce que déjà, le temps que j'arrive à trouver pour chercher les sons, préparer mes sets, aller mixer parce qu'on finit à 5h, 6h du matin, le lendemain à 11h, 11h30, je suis déjà au boulot et tout ça. Et quand je rentre le soir à minuit, minuit et demi, je m'installe sur mon ordinateur pour essayer de encore trouver des sons parce que moi, j'aime toujours la nouveauté, faire découvrir des sons que les gens n'ont pas encore écoutés et pas refaire un peu comme tous les sons que les gens connaissent et tout. Donc, ça me prend un temps monstrueux et j'ai vraiment pas le temps de faire de la production, mais c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé. Et si demain j'arrivais à trouver le temps, je ne me gênerais pas pour
pour essayer d'en faire, quoi. Vous avez mixé l'année dernière avec un autre DJ, Auriel Aken, que moi je connais sous une autre casquette, à l'Agafay, ou Agafay, je sais pas. En fait, c'est le Burning Man marocain. Est-ce que vous constatez pas mal de personnes qui ont envie de se pencher vers ce milieu de la musique pour telle ou telle raison? Peut-être parce que la musique se démocratise, mais aussi parce que peut-être le Covid a aidé, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. La musique, de toute façon, c'est universel. Voilà. Les gens, ils ont une mauvaise image de l'électro, parce que dans l'électro, la deep et tout ça, il y a beaucoup de familles. Et quand on aime la musique, c'est ce que j'explique aux gens, on ne peut pas ne pas aimer l'électro, tout ça. Vous avez des sonorités africaines, des sonorités orientales, il y a du saxo, il y a du piano, il y a du violon. C'est tellement beau, tellement magique et tout ça. Et beaucoup de gens qui ont cet a priori, quand ils sont venus m'écouter, parce que je fais quand même quelque chose d'assez, si vous voulez, pour être dans le partage, je peux faire du pointu, mais je vais essayer de faire des choses qui sont accessibles et qui parlent au maximum de personnes. Et quand ils écoutent, ils me disent, je pensais pas que l'électro ou la deep c'était comme ça et tout. Je dis, si t'aimes la musique, tu peux pas ne pas aimer. Et je pense que c'est l'avenir plus que le hip-hop, le rap, parce qu'il y a beaucoup plus de sonorités. C'est jamais les mêmes soirées, jamais les mêmes sonorités. Quand vous prenez le hip-hop et le rap, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est quand même encore 5-6 ans, j'ai écouté que ça, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours les mêmes soirées, toujours les mêmes instruments, c'est toujours pareil avec les paroles ou le chanteur qui change, mais on sait quelle soirée on va passer, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, donc l'électro et la deep, c'est juste magique, c'est juste incroyable, et j'invite tous les gens à tendre l'oreille, parce que ça s'apprend aussi, ça, on peut éduquer une oreille, et quand on a goûté à ça, c'est compliqué d'aimer autre chose, quoi. Finalement, quand je vous écoute, l'électro, c'est un petit peu toutes les origines que l'on trouve dans votre restaurant Yummy. C'est ça, exactement. Voilà, l'oriental, l'afro, les percussions, c'est exactement ça, quoi. On va poursuivre cette émission avec Christophe Barbier, notre homme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire, Yummy.